Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire, alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe, et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces 3 formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie.
Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau. Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'ils se trouvent au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine, Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Les piliers de la création en sont un bon exemple. Ils font partie d'une région située à 7000 années-lumière de nous, appelée la nébuleuse de l'Aigle. Ce sont des nuages de gaz et de poussière en forme de piliers. Les scientifiques les ont découverts pour la première fois en 1995. Mais en réalité, une explosion de supernova a détruit ces piliers il y a au moins 6000 ans. L'image de 1995 montre donc ces piliers d'il y a 7000 ans. Mars possède le plus grand volcan du système solaire que nous connaissions à ce jour. Il est plus grand que tout l'archipel d'Hawaï et 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. La planète rouge semble calme, mais il fut un temps où de grands volcans dominaient sa surface. Si les volcans de la planète rouge peuvent devenir si grands, c'est probablement parce que la gravité y est beaucoup plus faible que sur Terre. De plus, la croûte de notre planète bouge tout le temps, alors que la croûte martienne reste probablement immobile. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts.
Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable. Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre, car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière, et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps, si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leurs sources, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres.
En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil. Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du Soleil, créant des nuages épais et tourbillonnant dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Le système solaire regorge d'objets mystérieux venus de partout. En octobre 2017, des chercheurs d'Hawaï ont découvert un étrange objet qu'ils ont baptisé Oumuamua, signifiant « un visiteur d'une terre lointaine » en hawaïen. Ou bien c'est le beuglement d'une très grosse vache. Il a suivi une orbite d'évasion, échappant littéralement à l'attraction gravitationnelle de sa planète, comme si l'on lançait une balle dans l'espace sans espoir de retour. Cela signifie que cet objet insolite provient de l'extérieur de notre système solaire. Les théories à son sujet étaient nombreuses, d'un simple astéroïde à un vaisseau spatial extraterrestre. Certains scientifiques ont même envisagé qu'il s'agisse d'un morceau de glace d'azote, provenant d'une planète similaire à Pluton. Sa forme inhabituelle n'a fait qu'ajouter au mystère. Les variations importantes de sa courbe lumineuse laissent penser que cet objet pourrait être soit allongé, comme un tube, soit plat, comme une crêpe. Cet objet était unique en son genre. Oumuamua ne se comportait pas comme une comète, ni comme un astéroïde. Les comètes, composées de glace, développent des queues brillantes en s'approchant du Soleil, tandis que les astéroïdes, essentiellement faits de roches, n'ont pas de queue. Oumuamua n'a pas de queue et ne libère pas de gaz, mais il n'est pas non plus une simple roche. Sa surface est très brillante, presque comme du métal poli. Lorsqu'il est passé près du Soleil, sa vitesse a brusquement augmenté, comme s'il avait été propulsé par une fusée. Et ce n'est pas la gravité du Soleil qui a causé cette accélération soudaine. Les scientifiques ignorent ce qui l'a provoqué. Alors, qu'était réellement cet objet ? Après des années d'études, les scientifiques estiment désormais qu'Oumuamua est probablement une comète recouverte d'hydrogène gelé. Cet hydrogène a réagi avec la lumière du Soleil, accélérant la comète et modifiant sa trajectoire. Oumuamua a probablement accumulé cet hydrogène en étant exposé pendant longtemps à des rayons cosmiques.
Il a aussi acquis une jolie teinte rouge grâce à cette exposition. Cet objet était un visiteur en provenance d'un jeune système solaire chaotique, où les collisions et les migrations sont fréquentes. De tels systèmes propulsent souvent de nombreux petits objets. Il est possible qu'il ait été éjecté par une planète telle que Jupiter, dont la gravité est si intense qu'elle peut projeter d'énormes objets à travers l'espace. Ce phénomène se produit également avec les comètes que nous observons. Oumuamua a déjà quitté notre système solaire, bien que des objets similaires nous rendent visite de temps en temps, environ une fois par an. Pour en apprendre davantage sur ces mystérieux visiteurs, les astronomes prévoient d'envoyer une sonde à la poursuite d'Oumuamua. Nous utiliserons les orbites de la Terre et de Jupiter pour l'accélérer suffisamment afin de le rattraper. Toutefois, certains visiteurs ont séjourné un peu plus longtemps dans notre voisinage. En octobre 2019, le télescope spatial Hubble a capturé l'image d'une comète bleuâtre, entourée de poussière et de gaz. À ce moment-là, elle se trouvait déjà dans notre système solaire, à environ 420 millions de kilomètres de la Terre, quelque part entre Mars et Jupiter. Nous avons pu observer la poussière lumineuse qui l'entourait, mais son noyau était encore invisible en raison de sa petite taille. Cependant, petit est relatif ici. Cette comète mesure environ 1000 mètres de large, soit la longueur de 10 terrains de football. En mars 2020, les images d'Hubble ont révélé qu'un petit fragment s'était détaché du noyau, indiquant que cette comète est très active, contrairement à Oumuamua. En examinant l'objet de plus près, nous avons découvert que son noyau était un mélange de glace et de particules de poussière. Sa surface est également semblable à celle d'autres comètes, avec des zones rugueuses et des couches lisses de débris glacés et poussiéreux. Cette comète a été découverte par l'astronome amateur Gennady Vladimirovitch Borisov et a donc été baptisée comète 2I Borisov. Les scientifiques ont rapidement confirmé qu'elle provenait de l'extérieur de notre système solaire. Cette comète était comme un touriste enthousiaste. Elle se déplaçait à une vitesse vertigineuse d'environ 180 000 km/h. Une telle vitesse permettrait de faire le tour de la Terre 4 fois en 1 heure. Mais cette visite était fascinante pour bien d'autres raisons. La plupart des comètes de notre système solaire proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper est une région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, semblable à un grand anneau lointain autour du Soleil et rempli de nombreux objets glacés. Tous sont des vestiges anciens de l'époque où notre système solaire était encore très jeune. Le nuage de Oort est beaucoup plus éloigné. Il forme une gigantesque bulle autour du système solaire, également remplie d'objets glacés très anciens. La plupart des comètes à longue période proviennent de là. Mais d'où nous vient la comète 2I Borisov? Nous ne le savons toujours pas avec certitude. Les scientifiques estiment qu'elle pourrait s'être formée dans un autre système stellaire, lequel pourrait être soit plus jeune, soit plus ancien que le nôtre. La NASA nous avait habitués à davantage de précision. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'elle ait été expulsée de son système d'origine, tout comme l'a été Oumuamua. Bien que la comète 2I Borisov soit trop petite pour conserver sa propre développer une chevelure lorsqu'elle s'est rapprochée du Soleil. Le terme chevelure désigne ce magnifique nuage de gaz lumineux et de poussière qui entoure le noyau de la comète. Il se forme lorsque la chaleur du Soleil provoque la vaporisation de la glace qui s'y trouve, libérant ainsi de la poussière et du gaz dans l'espace. Cette comète était plus conviviale qu'Oumuamua et nous a permis de l'étudier davantage. Nous avons ainsi découvert des caractéristiques intéressantes, comme le fait qu'elle n'avait jamais interagi avec une autre étoile par exemple. Malheureusement, Borisov a également dû nous fausser compagnie. Elle se trouve à présent sur une trajectoire qui la renverra dans l'espace interstellaire. Néanmoins, d'autres visiteurs nous sont en approche. Et vous avez peut-être entendu parler de celui-ci. La grande comète de 1996. C'est ainsi que nous avons surnommé la comète Hyakutake. Elle a également été nommée d'après l'astronome Yuji Hyakutake, qui l'a découverte, par une incroyable coïncidence, à la veille du Nouvel An. Le 25 mars 1996, cet objet est passé incroyablement près de la Terre. À peine 0,1 unité astronomique, soit un peu plus loin que la Lune. Il a survolé le pôle Nord, faisant de cette entrevue l'une des plus rapprochées avec une comète de ces 200 dernières années. Visible dans le monde entier, elle était très brillante et s'étendait largement dans le ciel. Et elle ne s'est pas contentée de rester visible une seule nuit. Elle est devenue de plus en plus apparente au cours du mois de mars, se classant parmi les objets les plus brillants du ciel nocturne à la fin du mois. Elle n'a complètement disparu qu'à la fin du mois de mai.
C'est une comète à longue période, ce qui signifie qu'il lui faut des centaines d'années pour orbiter autour du Soleil. La dernière fois qu'elle nous a rendu visite, c'était il y a environ 17 000 ans, mais sa période orbitale a maintenant augmenté jusqu'à 70 000 ans. Mais ne vous en faites pas, d'autres comètes illumineront nos jours et nos nuits. De plus, certains objets spatiaux préfèrent s'attarder plus longtemps. Vient ensuite cet astéroïde, Kaepaoka Awela. Vous m'excuserez si j'en écorche le nom. En hawaïen, ce dernier signifie l'espiègle de Jupiter. Heureusement, les scientifiques ont eu la bonté de le surnommer BZ pour faciliter la vie de votre sympathique narrateur. C'est un petit astéroïde, d'environ 2,9 km de diamètre. Comme son nom l'indique, il partage une orbite avec Jupiter. Mais voici un détail fascinant. Cet astéroïde se déplace dans la direction opposée, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Cet astéroïde inhabituel a été découvert en novembre 2014. Il orbite autour du Soleil pendant environ 11 ans et 8 mois, passant parfois à l'intérieur et à l'extérieur de l'orbite de Jupiter. Il en est ainsi depuis au moins 1 million d'années, et il continuera encore ainsi pendant un autre million d'années. Mais pourquoi se déplace-t-il de façon si singulière? BZ pourrait bien être un vagabond interstellaire. Peut-être est-il passé par notre système solaire il y a environ 4 milliards et demi d'années, à l'époque où le Soleil se formait. Ensuite, il aurait été capturé par sa gravité, tout en conservant une orbite opposée. Ou peut-être provient-il du nuage de Oort. Dans ce cas, il pourrait avoir hérité son orbite étrange de la mystérieuse planète 9, un corps hypothétique dont on suspecte l'existence dans notre système solaire, bien au-delà de Neptune. Quoi qu'il en soit, cet astéroïde nous offre un aperçu précieux de l'histoire du système solaire et de la manière dont les matières organiques pourraient voyager depuis l'espace interstellaire jusqu'à nous. À tout moment, des milliers d'objets de notre système solaire proviennent de l'espace lointain. Ils y restent pendant des durées variables. Mais parfois, nous avons de la chance, et ils nous en apprennent beaucoup sur l'espace qui nous entoure. Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire. Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre, les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles. Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires. Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années,
l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini. Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant en 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc. Ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale. La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa, parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes. Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire,
nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4,5 milliards d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage. Même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque ? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe « seulement » n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne.
Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent au vent solaire de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillantes s'élèvent de la surface du soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elle se forme. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km, et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proches de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le 4e état de la matière. Et pourquoi pas? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres. Et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome, protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km/h. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin,
Il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. Et si le soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium. Une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures,
y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenu à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites? Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du Soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le Soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846.
Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent
que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique, qui se retient tous enrôlés ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballait, éclatait et formait des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP.
phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à de magnifiques auroras boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des auroras boreales dans des conditions normales, ou nous contenter d'un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques. Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement
car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente. Et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros finalement.